Il est 13 heures en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Arrivé à Abidjan jeudi dernier pour une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire, le président du Niger a mené de nombreuses activités. L'une d'elles est la visite hier vendredi des installations de la Cyprel, la compagnie ivoirienne de production d'électricité dans la commune de Port-Boué, une visite guidée par le vice-président de la République. Mohamed Bazoum est accompagné de son épouse pour cette visite officielle. La première dame du Niger a elle aussi mené quelques activités. Elle a été reçue hier par Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Une rencontre au cours de laquelle la présidente de la Fondation Children of Africa a expliqué son engagement humanitaire et social. Au Mali, Assimi Goïta promulgue la nouvelle loi électorale. Le décret présidentiel a été publié au journal officiel. Le président de la transition entérine donc le texte adopté par le Conseil national de transition, l'organe législatif, il y a une semaine. Un document crucial pour la suite de la transition. Et avant de développer ces titres, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin même pour un séjour en France. Le chef de l'État se rendra ensuite à Accra, au Ghana, où il prendra part au 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Bazoum, je vous le disais en titre, a effectué cette semaine une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Et entre autres activités inscrites à son agenda, le président du Niger a pu visiter les installations de la Cyprel, la compagnie ivoirienne de production d'électricité. C'est à Vridi, dans la commune de Port-Boué, et il était accompagné par le vice-président Thiemoko Melia-Kone. Jean-Jacques Kwame les a suivis pour nous et nous fait un point détaillé. Accueilli dans les locaux de la compagnie ivoirienne de production d'électricité Cyprel par le vice-président Thiemoko Melia-Kone, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a pris connaissance de cette centrale créée en 1994 pour répondre aux besoins énergétiques croissants de la Côte d'Ivoire. La directrice générale de la Cyprel a présenté les capacités techniques de sa structure qui font d'elle la plus puissante du pays avec 556 MW de capacité installée. Entre 2012 et 2021, le pays a doublé son exportation d'énergie dans la sous-région et la vision du président Alassane Ouattara est de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique. En effet, tout comme vous, le président Alassane Ouattara croit que la mise en commun de nos moyens de production dans le cadre d'un marché unifié de l'électricité permettra aux populations des États membres de bénéficier d'un approvisionnement en électricité régulier, fiable et à un coût compétitif. Au terme de la visite de l'usine de production électrique, le président nigérien s'est dit émerveillé par le complexe à cycle combiné, thermique et hydraulique qui produit 24% de la production nationale. Il a insisté sur les avantages de ce marché énergétique pour les pays de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire aura besoin de plus d'électricité pour son développement industriel et nous sommes dans une logique d'interconnexion au niveau de la CEDEAO et l'électricité qui pourrait être produite en Côte d'Ivoire servirait au Niger, au Nigeria et le plus loin possible au sein donc, de notre système ouest-africain d'interconnexion électrique. Et toute électricité produite quelque part dans un de nos pays est une électricité susceptible par conséquent d'être partagée. Voilà pourquoi il était pertinent en effet que nous venions ici. Le président nigérien est le 4e chef d'État à visiter les installations de la Cyprel après les présidents ghanéens en 2017, libériens en 2018 et sénégalais en 2019. Autre activité du président Mohamed Bazoum lors de cette visite, de sa visite officielle donc en Côte d'Ivoire. Cette autre activité, c'est sa rencontre avec la communauté nigérienne, une communauté installée dans le pays depuis de longues années. Le président Bazoum a pu recenser les préoccupations des Nigériens de Côte d'Ivoire. Franck Quadio y a assisté avec son équipe. Patinoire de l'Hôtel Ivoire, une rencontre entre Nigériens, une des étapes de la visite du chef de l'État Mohamed Bazoum en Côte d'Ivoire, et ils sont venus de divers horizons du pays. Bon, c'est normal, on laisse tous nos travailleurs pour venir les voir, pour venir les écouter. Nous ici, on les explique comment on vit avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils sont trop gentils.
le président, ce que nous le demandons, c'est vraiment de faire beaucoup d'efforts. Jusqu'à aujourd'hui, les djihadistes n'ont même pas pris un seul mètre de terrain du Niger. Hein? C'est ça le plus gros effort que le président a fait et que nous le souhaitons vraiment bon courage. Accueil de circonstances pour l'illustre compatriote. Différentes couches sociales portent leurs préoccupations, les étudiants et les femmes, entre autres. L'organisation du concours d'entrée à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro pour le nouveau bachelier. Ici aussi, nous tenons à vous remercier parce qu'à un moment donné, ça a été suspendu. Mais après, maintenant, cette année, on a envoyé plus de 10 bacheliers qui sont là. Mais nous vous demandons à ce que vous puissiez augmenter le quota. Maintenant, cette année aussi, il y a des non-inscrits. Il y a des étudiants nigériens qui sont là, qui ont le bac 2021 et qui n'arrivent pas à s'inscrire à l'université de Cocody. Dans un contexte mondial actuel où, comme le disait Jean Monnet, l'urgent chasse l'important. Pour le Niger, l'espoir d'un avenir radieux doit être omniprésent. Il y a beaucoup à faire, mais les efforts d'intégration relevés par le Haut Conseil des Nigériens en Côte d'Ivoire sont salués par le président Mohamed Bazoum, qui réaffirme l'instauration des cadres de concertation plus aboutis. Ils sont très heureux d'être en Côte d'Ivoire et nous ont témoigné la qualité de leur séjour du fait de la disponibilité de toutes les autorités, de la police notamment, et le respect avec lequel ils sont traités ici en Côte d'Ivoire. Des échanges francs donc, et tous repartent satisfaits. L'Océan, Liam, Sokro, Korogo, Boaké, etc., tout le monde est venu. Et puis il a écouté tout le monde et puis vraiment nous sommes satisfaits de ce qu'il a fait. Nous sommes intégrés ici, nous avons des femmes entrepreneurs, des femmes commerçantes, des femmes. Nous voulons être autonomes, nous voulons être vraiment indépendantes. Et nous sommes très fiers de ce que les autorités ivoiriennes ont dit à notre président, que les Nigériens sont venus pour se chercher, ils ne sont pas venus pour autre chose. Le président Mohamed Bazoum n'est pas à sa première visite en Côte d'Ivoire. Cependant, cette troisième visite est la toute première à caractère officiel. La première dame du Niger, de son côté, a mené elle aussi une activité. Hier, elle a rendu visite à Dominique Ouattara à son cabinet de Cocody et leurs échanges ont porté sur les activités de leurs fondations respectives dans la perspective d'un partenariat. Les précisions de Jérôme Kofi Aboulin. Quand une première dame accueille une autre, Dominique Ouattara a eu pour hôte ce vendredi la première dame du Niger, dont l'époux, depuis jeudi, effectue une visite officielle de 48 heures en terre ivoirienne. Les deux premières dames, après s'être retrouvées au cabinet de la présidente de Children of Africa, ont longuement échangé sur le partage des expériences en vue d'un partenariat sûr entre leurs fondations respectives. Je suis très ravie de cette rencontre qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et je la félicite et je félicite aussi l'équipe de la Fondation pour le travail excellent qui a été bâti ici. Et vraiment, c'est un modèle pour nous. Nous lui avons expliqué ce que nous faisions. Nous avons beaucoup parlé de l'hôpital, mère-enfant, du FAFSI, de l'école d'excellence et de la façon dont nous travaillons. Donc voilà, ça s'est bien passé. Ouais. On a échangé nos expériences. Et je pense que c'était très utile, je crois. On a en Côte d'Ivoire la Fondation Children of Africa avec la première dame Dominique Ouattara et au Niger, la Fondation Nour avec la première dame Hadiza Bazoum. Les deux fondations ont plusieurs points en commun, notamment la promotion de l'égalité des sexes ainsi que l'autonomisation des femmes et des jeunes, sans compter l'amélioration de la santé et le bien-être des populations. Cette année 2022, 4527 musulmans doivent rejoindre la Terre Sainte à la Mecque pour accomplir le Hajj, le pèlerinage qui représente le 5e pilier de l'islam. Nous recevons en cette mi-journée le directeur général des cultes pour une communication. Bienvenue, monsieur le directeur général, on vous écoute. Merci, monsieur Diaby. En effet, la Côte d'Ivoire a reçu des autorités saoudiennes un quota global de 4527 pèlerins à convoyer en Terre Sainte dans le cadre du Hajj 2022. À la répartition finale, les opérateurs privés ont reçu un quota de 870 places
3 657 places ont été attribuées au contingent étatique. En ce qui concerne le contingent étatique, il est prévu 2 modes de départ. 8 vols charters pour un total de 3 428 pèlerins, des vols réguliers pour les 229 pèlerins restants. À ce jour, après le 7e vol charter hier, qui s'est effectué, on va dire, au petit matin, nous enregistrons un total de 167 pèlerins qui n'ont pu se présenter à la date et l'heure indiquée pour leur départ. En termes de bilan global, nous pouvons affirmer, à la veille du dernier vol charter prévu, que 2863 pèlerins ont été déjà transportés par vol charter sur les 3657 du contingent étatique. 794 pèlerins restent à transporter, y compris les 167 pèlerins qui ont manqué leur vol charter. Tout en remerciant le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le gouvernement à travers le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, qui n'ont ménagé aucun effort pour le bon déroulement de ce Hajj, je tiens à rassurer tous les 167 pèlerins qui n'ont pu embarquer sur les vols charters que des vols réguliers sont prévus pour les transporter. En conséquence, nous leur demandons de rester à l'écoute du call center du commissariat du Hajj pour leur départ effectif. Merci, Monsieur le Directeur Général. Alors, ces vols réguliers qui sont prévus, ils sont prévus dans quel délai? Disons que c'est des vols de 50, 60, c'est des vols qui sont étalés sur une période à partir de mardi allant jusqu'au 25. Et tout est donc mis en œuvre. Hein. Le tout dernier candidat au pèlerinage 2022 effectuera effectivement son Hajj cette année. On va dire les 4527, la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes, c'est pour ça que je remerciais tout à l'heure le président de la République parce que ce n'était pas évident. Donc des dispositions sont prises pour que tous ceux qui ont été en tout cas retenus pour le contingent étatique, qu'aucun pèlerin ne reste sur le territoire ivoirien. Et tous puissent visiter la Terre Sainte après 2 années de suspension. Parmi les 4527, dont une partie, bien sûr, relève du privé. Tout à fait. Du privé. Alors, qu'est-ce qui explique ces départs manqués? Quelles sont les raisons précises? Vous savez, tout le monde a été, on va dire, surpris par ce Hajj que nous attendions depuis pratiquement 2 ans. Et les pèlerins sont sur toute l'étendue du territoire. Et donc, par moment, lorsque le call center appelle, il y a des candidats qui ne se présentent pas. Il y a d'autres aussi qui sont prévus sur certains vols, mais qui préfèrent d'eux-mêmes aller sur un autre vol et ajouter à cela d'autres aléas techniques. Bon, donc, qui font que, forcément, il y a des retardataires. Nous sommes obligés, en tout cas, vu l'effort qui a été fourni par le gouvernement, de tout mettre en œuvre pour que toutes ces personnes arrivent à partir. Aujourd'hui, ce sont donc 167 musulmans, hommes et femmes, qui ont manqué à l'appel. Mais on peut aussi craindre que ce chiffre grossisse, vu qu'il y a encore un autre vol ce soir, le tout dernier. Effectivement, il y a donc le 8e et dernier vol qui part, en fait, on va commencer les préparatifs ce soir, mais en réalité, le vol il partira à 2 heures du matin. Oui. Et donc, certainement que nous, en tout cas, nous prenons toutes les dispositions qu'il n'y ait pas de retardataires pour les charters. Si d'aventure il y a des retardataires, ces retardataires vont être ajoutés donc aux 167. Mais je voudrais donc profiter de votre antenne pour lancer un appel à tous les candidats qui sont en position de départ de se tenir prêts à l'écoute du call center du commissariat du Hajj, la radio Al-Bayan, en tout cas tous les médias qui sont nos partenaires dans cette opération. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Est-ce qu'on a des chances de voir le quota revu à la hausse pour les autres années, pour les années à venir? Je pense que nous sommes un pays qui avons la faveur des autorités saoudiennes en matière de qualité d'organisation. En 2020, nous avions un quota de 10 000.
Mais c'est, disons, la pandémie à coronavirus qui a vu les quotas de tous les pays réduits presque de moitié. C'est ce qui nous met donc à 4527. Sinon, au départ, nous avions 10 000 comme quota. Voilà. 3 000 pour les opérateurs privés et 7 000 pour le contingent étatique. Tout à fait. Merci, monsieur le directeur général. Merci de votre visite. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Il faut dire que ce pèlerinage est obligatoire. Il est obligatoire pour tout musulman qui en a les moyens et dont la santé le lui permet. L'idéal sera de le faire au moins une fois dans sa vie. Bientôt, l'autoroute Abidjan-Ouagadougou ne sera plus qu'un rêve. Les études techniques, sociales et environnementales de l'axe Ferkessédougou, frontière burkinabé, sont en cours de validation par les deux parties qui se sont réunies cette semaine ici à Abidjan. Une rencontre qui a permis d'harmoniser les standards au niveau des études autoroutières. Lansine Bakayoko nous en dit plus. L'autoroute Abidjan-Ouaga, longue de 1300 km, est l'un des plus grands projets d'intégration du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, signé le 28 juillet 2008. En ce qui concerne la section ivoirienne, la liaison autoroutière Abidjan, frontière Burkina Faso, est estimée à 664 km de long, dont Abidjan-Tiébissou, 250 km, les travaux sont achevés. Tiébissou-Bouaké, 84 km, les travaux sont en cours. Bouaké, Ferkessédougou, frontière Burkina Faso, 330 km qui sont en étude. La section autoroutière Ferkessédougou, frontière Burkina Faso, objet de la séance de restitution, est une partie de l'autoroute qui est en phase d'étude. Cette section Ferke frontière Burkina Faso est de 86 km. Ces études techniques, économiques, environnementales et sociales, ainsi que de mise en concession de ce tronçon, sont financés par la commission de l'UEMOA pour un peu plus d'1 milliard de francs CFA. De son côté, le Burkina Faso est aussi bien engagé sur le projet. Disposant des études sur la section Ouagadougou-Bobo-Dioulasso depuis 2018 et depuis le mois de mai 2022 pour les études APD définitives de la section Bobo-Dioulasso, frontière Côte d'Ivoire, le Burkina vient de boucler pour l'ensemble du linéaire Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, frontière de Côte d'Ivoire, les études techniques sur financement de la commission de l'UEMOA. La liaison autoroutière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso permettra d'améliorer les échanges économiques et d'accroître la mobilité des personnes et des biens entre les deux pays. Les récompenses du prix national d'excellence 2021 se poursuivent. Cette semaine, c'était au tour du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale de remettre les 2e et 3e prix des meilleures entreprises pourvoyeuses d'emplois décents. Et les lauréats sont Prosuma et Geste aussi. Le témoignage de Khalil Diomandé et Didier Nguessa. Prosuma et Geste aussi, classées respectivement 2e et 3e meilleures entreprises pourvoyeuses d'emplois décents au prix national d'excellence 2021 derrière NCA Bank. Elles sont primées pour leur contribution à la création d'opportunités d'emploi et au développement économique. La société pétrolière a créé 1500 emplois directs et indirects. Quant au groupe de distribution, il compte à ce jour plus de 4800 salariés. Nous avons déjà obtenu le prix de l'excellence de la meilleure société pétrolière en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un prix d'excellence pour le personnel. C'est un succès qui a été accompagné avec d'abord en priorité l'homme, parce que la première ressource d'une société, c'est l'homme. Le prix d'excellence vient récompenser cet effort-là que la direction fait dans l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Et nous avons signé une convention pour former 500 jeunes au métier de la grande distribution. Les prix décernés font suite à un processus de sélection rigoureux. Ils visent à inciter un nombre important d'organisations à la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire. La plupart de vos employés sont déclarés à la CNPS et enrôlés à la couverture maladie universelle, perçoivent une rémunération largement au-dessus du SMIC. La reconnaissance de la nation que vous recevez est une invitation à persévérer davantage dans votre élan de créer en nombre suffisant des emplois décents
et durable. Le dépôt des candidatures au prix national d'excellence 2022 de la meilleure entreprise pourvoyeuse d'emplois décents a démarré depuis le 31 mai et se poursuit jusqu'au 30 juin 2022. Les lauréats des 2e et 3e prix d'excellence dans les domaines de la communication et des médias sont aussi connus. Ils ont également reçu leur prix cette semaine. Ce sont au total 5 prix qui ont été attribués, notamment le prix du développement de la communication et le prix du développement des médias. Un reportage de Frédéric Oulaye, commenté pour vous par Patricia Omouitia. Félix Boni du groupe Abidjan.net et Eugène Cadet du journal de l'économie ont respectivement reçu le 2e et 3e prix d'excellence pour le développement de la communication. Les 2e et 3e prix sont revenus à la radio Jaune et Noire et Africatoon. Des distinctions qui traduisent l'engagement du gouvernement à promouvoir l'excellence et la performance dans l'ensemble des administrations publiques et privées. En recevant ce prix, je pense à tous les confrères, c'est-à-dire ce métier, il faut l'exercer avec beaucoup de rigueur, de probité, ne pas céder aux pressions, mais il faut tenir face à la pression et faire ce métier qu'on a choisi. On a une 2e prix, la SEC Mimosa n'a pas pour habitude d'être 2e, la SEC Mimosa est toujours premier, puisqu'on vient d'être champion de Côte d'Ivoire encore cette année. Donc évidemment, c'est à la fois une fierté, mais c'est aussi une responsabilité d'être reconnu. Et ça nous oblige à encore être meilleurs chaque jour. Le ministre Amadou Koulibaly s'est félicité du progrès enregistré dans la presse nationale. Il exhorte les acteurs de son secteur à plus de responsabilité, de rigueur et de professionnalisme. Chers collaborateurs, cette célébration est l'occasion également donc, de vous sensibiliser pour que nous travaillions tous. Je veux parler de toutes les entités du secteur de la communication et de l'économie numérique, que nous travaillons tous de façon assidue, avec, je dirais, rigueur et professionnalisme pour pouvoir donc, donner le meilleur visage du département qu'on a bien voulu nous confier. Pour rappel, le Grand Prix national d'excellence dans le secteur de la communication et médias, célébré en novembre dernier à la présidence de la République, est revenu à l'émission C'est Midi de la RTI. Pour l'édition 2022, le ministre de la Communication et l'économie numérique entend reconduire les mêmes prix, notamment le prix de développement de la communication, le prix de développement des médias et le meilleur projet innovant. Et voilà pour le chapitre prix d'excellence. On va ouvrir celui de l'autonomisation de la femme. Et c'est à Soubré que je vous emmène. Soubré, c'est au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, district du Bas-Sassandra. Sur place, les femmes viennent d'être formées à la transformation de leurs activités informelles en micro-entreprises. Godefroy Okambawa, de retour de Soubré. Les femmes de Soubré sont connues pour leur courage, très actives dans les cultures vivrières. Certaines d'entre elles se font remarquer dans la production de l'EVA, du cacao et du palmier à huile. Sans oublier ces femmes qui ravitaillent les marchés au quotidien. Le hic, la majorité de ces activités sont dans l'informel. Le maire de Soubré, soucieux de faire de ces femmes entreprenantes des chefs d'entreprise, leur a fait bénéficier d'une formation sur la création d'une micro-entreprise. C'est toujours avec détermination que mon équipe municipale et moi-même nous nous engageons dans toutes les actions liées à la femme, à sa promotion, car il est nécessaire encore de rappeler le rôle éminemment important de la femme dans la famille et la société, celui de pilier, de ciment, de conseillère. À la clôture de 3 jours d'études, les femmes de Soubré ont promis au maire Traoré Lassina de saisir la pêche qui vient de leur être tendue pour formaliser leur activité. Et pourquoi pas en faire des entreprises florissantes si elles bénéficient de financement. Ces femmes ont reçu le soutien du secrétaire général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Aled Badoun-Guessan, par ailleurs maire de la commune d'Ara. Le président de la République œuvre avec à ses côtés notre maman Dominique Ouattara pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'autonomie des femmes. On ne dit plus derrière un grand homme, on dit à côté d'un grand homme se trouve une femme pour le soutenir, l'accompagner dans la réussite. Le secrétaire général de l'IVICOSI croit que les femmes ont la capacité, comme les hommes, de réussir au niveau économique. Leur engagement
ne fera qu'apporter une plus-value à l'économie ivoirienne. Allons-y maintenant à cet autre chapitre qu'on n'aime pas beaucoup, le chapitre Covid. Le coronavirus a tué jusqu'à 804 personnes en Côte d'Ivoire. 804 vies emportées par le virus depuis mars 2020. Il faut se protéger en continuant à adopter les gestes barrières et en se faisant vacciner car la maladie est toujours là. Hier encore, les autorités sanitaires ont enregistré 48 nouvelles contaminations, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 82 953. Attention, restons concentrés, protégeons-nous, car vous le savez, le coronavirus tue. Et nous, on célèbre la vie. Des maternités sont offertes aux populations pour donner la vie. C'est bien le cas à Fresco, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Vous allez le voir dans cet élément que va nous proposer Sam Conan. Notre reporter évoque aussi les travaux de renforcement de la côtière, la construction d'écoles, l'électrification de plusieurs villages et d'autres villages qui bénéficient d'eau potable. Les populations, elles, disent merci au chef de l'État. Les populations du village de Gomeneberi dans le département de Fresco, reconnaissantes, sont sorties nombreuses pour rendre un hommage au président de la République Alassane Ouattara pour les actions de développement en faveur des populations de cette localité. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a beaucoup fait pour nous. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants en lui. Il nous a fait un centre de santé digne de ce nom. En dehors de ça, il nous a permis d'avoir 400 poteaux dans notre village. Vraiment, je dis merci au président de la République d'avoir longue vie. Un hommage rendu à travers une mobilisation à l'occasion de la cérémonie d'inauguration d'un centre de santé mis à leur disposition par le chef de l'État. Nous sommes reconnaissants du développement qu'il insuffle dans le Béquet, notamment le bitumage des rues de Fresco et de Sassandra, le marché de Sassandra et tant d'autres réalisations. Soyez notre porte-parole auprès de lui pour lui traduire nos sincères remerciements. Le ministre-gouverneur Philippe Légré, fils de Fresco et parrain de la cérémonie, a indiqué que les populations ont raison de manifester cette marque de reconnaissance au président Alassane Ouattara. Et pour cause. On a demandé le dispensaire, il nous a donné. On a demandé la maternité, il nous a donné. On a demandé le courant, il nous a donné. Les routes, il nous a donné. Tout ce qu'on fait, on va le voir, il nous les donne. Alors, je voudrais qu'on applaudisse le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour nous. Il faut dire merci au président Alassane Ouattara. Parce que tout ce qui se fait ici, dans le district du Bas-Sassandra, c'est le président Alassane Ouattara. Les populations ont également remercié le président de la République pour les travaux de renforcement de la route côtière, qui doit être livrée dans 6 mois. Et les centres de santé continuent de se rapprocher des populations. Gbetema, par exemple, dispose désormais de 200 centres de santé urbains. Gbetema, c'est un village de la sous-préfecture de Guinteguela, département de Touba. Les bonnes nouvelles n'arrivant jamais seules, Gbetema vient d'être également raccordé au réseau électrique national. Un moment de bonheur pour les populations et elles ont tenu à le faire savoir. Eve Bouy. Après de nombreuses années d'attente, l'accès aux soins de santé est aujourd'hui une réalité à Gbetema, localité de près de 7000 âmes située dans le département de Touba, région du Bafing. Un centre de santé rural tout équipé, offert par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, cadre du Bafing. En plus de cela, la localité est raccordée au réseau électrique national grâce au programme de l'électrification rurale. Les fils et filles de Gbetema sont reconnaissants au président Alassane Ouattara et au ministre Moussa Sanogo. Avant, nos mamans se déplaçaient pour aller jusqu'à Touba ou bien dans un village des sous-préfectures environnantes. Bon, maintenant qu'il y a un centre de santé dans notre village, cela peut sauver des vies. Le village est sous tension. Il a un centre de santé, une maternité avec un dispensaire équipé avec des médicaments
Vraiment, nous disons merci au ministre Moussa Sanogo, qui est un acteur de développement dans le Bafing, qui travaille énormément dans la vision du président de la République, le président Alassane Dramane Ouattara. Le donateur du centre de santé dit être heureux de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, la santé, vous savez, c'est le bien le plus précis ici-bas. Alors donc, de donner l'opportunité aux populations d'avoir accès à des soins de qualité sans avoir à faire de longs déplacements, je pense que c'est ce qui nous guidait. Donc, leur permettre d'être en bonne santé. Et donc, quand on est en bonne santé, on peut mieux travailler, on peut mieux nourrir sa famille, on peut accroître la richesse dans son pays. Toujours dans la même veine, le ministre Moussa Sanogo a offert un bâtiment de 3 salles de classe au village de Satofé, situé à une dizaine de kilomètres de Touba. L'inauguration de cette infrastructure scolaire a été aussi l'occasion d'investir le chef du village. Je vous le disais en titre, au Mali, Assimi Goïta fait finalement pencher la balance du côté du Conseil national de transition en promulguant la nouvelle loi électorale. Le décret présidentiel a été publié au journal officiel. Le président de la transition entérine donc le texte adopté par le CNT, l'organe législatif, il y a une semaine. Un document crucial pour la suite de la transition et notamment une éventuelle levée des sanctions contre le Mali, mais un document controversé également car profondément remanié par le CNT. La CEDEAO se réunira, je le précise, le 3 juillet prochain à Accra au Ghana et décidera du maintien ou non des lourdes sanctions qui frappent le Mali depuis le 9 janvier. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, merci surtout de votre confiance. L'information se poursuit sur les www.rti.ci.